Cet après-midi, nous avons donc cette rencontre autour de la Red Team. Vous, c'est votre quotidien, mais sachez que ça intrigue énormément, cette histoire de Red Team. Qu'est-ce que c'est ? En fait, avant de vous présenter nos trois invités, je voudrais juste vous dire d'où est partie notre interrogation. C'est que, comme vous l'avez vu ce matin, on se pose la question du rapport de la fiction et du réel. Est-ce que la fiction est pourvoyeuse de savoir ? Quand j'ai parlé à Marie Roussy, qui organise ça, qui est la coordonnatrice pour PSL, elle vous expliquera ce qu'elle fait. Elle m'a écoutée avec la grande politesse qui est la sienne, et puis elle m'a dit tout d'un coup, j'ai une seule question à vous poser. Pourquoi est-ce que vous voulez parler de la Red Team dans des rencontres sur les séries ? Et je lui ai dit que l'axe qui traversait nos rencontres depuis 6 sessions déjà, c'était le rapport entre le réel et la fiction. Il y a d'immenses festivals qui travaillent le marché, les nouvelles sorties, la compétition. Nous, on est une petite rencontre et on est plutôt sur la question de la compréhension et de la réflexion. Et donc, quelque chose qui nous taraude, c'est, on voit bien que depuis une vingtaine d'années, les fictions sont traversées par une veine documentaire très forte, et que si on aime Urgence, autant, si on aime des séries sur des sujets vraiment aussi divers que les pompes funèbres ou bien les hommes politiques, pardon de les mettre en face à face, eh bien c'est parce qu'on apprend des choses sur leur travail et sur leur façon de vivre. Et donc là, quand on s'est rendu compte qu'existait dans l'armée française une recherche d'innovation, ben on s'est dit, mais pourquoi pas ? Et puis, on s'est dit aussi, ben c'est français aussi d'une certaine manière, parce que regardez, mercredi 24, les Américains ont envoyé une mission kamikaze pour essayer de détourner un astéroïde. La mission s'appelle DART. Pourquoi ? Cette astéroïde n'avait rien fait à personne et ne ferait rien à personne, mais c'était pour tester si on pouvait, plus tard, en cas de difficulté, pouvoir détourner un météorite qui menacerait la Terre. Donc ça, c'est une façon de faire dans le concret, dans l'action. Et il y a d'autres façons de faire qui sont sur la pensée, la recherche, et c'est ce qui vous a réunis. Donc je voudrais vous présenter nos invités, qui sont d'une part, je commence par vous, Marie. Marie, vous êtes un peu, pour moi, vous avez été la cheville ouvrière parce qu'au sein de PSL, qui est le groupement de 23, 24 universités maintenant, combien ? 11. 11 ? 11, je crois, oui. 11 bon, c'est une autre histoire. Donc, 11 universités, des plus grandes sur Paris, sciences et lettres. Donc, vous coordonnez ce qui correspond à ce travail sur la Red Team, c'est bien ça. Vous-même, vous êtes doctorante, je crois, vous êtes ingénieure de recherche en tout cas, et vous avez structuré le projet sur l'implication des experts militaires. C'est bien ça ? Exactement. Je participe à la structuration. Je ne vais pas m'en apporter tous les lauriers, mais les réflexions de savoir. D'accord. Vous n'êtes pas toute seule. Voilà, exactement. Il y a une équipe. C'est très bien. Team, ça veut dire équipe. C'est très, très bien. Alors, je passe à Romain Lucazot, que moi, j'avoue, je connaissais davantage comme auteur d'un roman qui a eu énormément de succès, qui s'appelle L'Asium, dont on a parlé hier. François Angelier, qui est spécialiste de littérature de science-fiction, nous en a parlé. Et puis, si je ne dis pas de bêtises, vous me corrigez, votre dernier ouvrage paru, c'est celui-ci, La Nuit du Faune. Voilà. Par ailleurs, et je vais lire votre titre, parce que j'aimerais bien ne pas dire de bêtises, vous êtes directeur de la Société centrale d'équipement du territoire, qui est une filiale de la Caisse des dépôts. Voilà, comme quoi nous avons des fonctionnaires qui sont capables d'avoir un imaginaire débordant. Mais par contre, je ne suis pas fonctionnaire. Ah, trop beau, et oui, voilà. J'ai pris. Non, mais attendez, moi, je suis fonctionnaire. J'ai pris mes rêves pour des réalités. Et donc, effectivement, vous participez à cette Red Team. On reparlera de votre rapport spécifique. Vous avez auparavant participé pendant plusieurs années au travail du cabinet de conseil extrêmement puissant, si je peux le dire, de Roland Berger, qui conseille parmi les... Pas puissant, parce que c'est un cabinet de conseil, mais j'étais effectivement associé chez Roland Berger. Tout à fait. Enfin, quand on est en dehors des cabinets et qu'on parle de Roland Berger, la question puissant arrive juste après. Mais c'est une perception de l'extérieur. Voilà. Et commandant, donc, puisque on m'a fortement conseillé de vous appeler comme ça,
Commandant, donc, vous avez quand même fait un livre qui s'appelle « Innover en plein chaos » ou je rêve? Non, n'est-ce pas? Oui, l'année dernière. L'année dernière, voilà. Donc c'est bien, tout le monde écrit autour de cette table ronde. Vous êtes diplômé de l'école militaire, vous êtes en armée de terre, là, n'est-ce pas? Vous êtes commandant. Vous avez différentes activités. Quand j'ai cherché un petit peu ce que vous faisiez, j'avoue que j'ai été très intéressée par quelque chose qui est anecdotique, mais qui va certainement amuser notre auditoire. Vous avez supervisé le décollage de l'homme volant, M. Zapata, au-dessus de l'Arc de Triomphe. C'est bien ça? Sur la place de la Concorde. Carrément. Tout à fait, au 14 juillet 2019. Écoutez, bon, voilà, ça permettra aussi de mettre en perspective. Et puis, je sais que vous avez travaillé aussi sur des choses extrêmement concrètes, qui sont, par exemple, l'allègement du pactage des soldats de tout ce qui est l'organisation antiterroriste, la présence de... Comment ça s'appelle déjà? Des patrouilles de sentinelles. Voilà. Entre autres choses. Et donc, vous êtes tous les trois là pour nous aider à comprendre ce que l'armée de terre, ou l'armée tout court, je ne sais pas, vous allez me dire, a voulu faire en confiant à, bien sûr, des militaires, vous en êtes le témoignage vivant, mais également à des civils, soit universitaires, soit impliqués dans la vie civile et romanciers, cette idée de qu'est-ce qui peut se passer dans 25 ans, 45 ans, qu'est-ce qui peut impliquer l'armée dans une crise éventuelle, parce que j'imagine qu'on ne vous a pas appelé pour tresser des petites fleurs et que c'était plutôt une éventuelle crise qui pouvait préoccuper. Donc, est-ce que, par exemple, Marie, vous pourriez nous dire un petit peu la généalogie de l'arrivée de la Red Team? Alors, je laisserai le commandant expliciter Très plus bien. les ambitions au niveau du ministère des Armées. Il faut savoir du coup que c'est un projet du ministère des Armées en fait qui a pour vocation de faire appel à des auteurs scénaristes de science-fiction. Pardon, excusez-moi, j'espère que vous m'entendez bien. Non, c'est chouette. Vraiment, donc, qui créent des scénarios de science-fiction. Donc, pareil, Romain pourra témoigner justement côté auteur, qui ont pour objectif en fait de mettre en scène des adversités, des menaces à horizon 2030-2060. En fait, l'objectif, c'est tout simplement de faire peur aux armées, de jouer les méchants. Et nous, en tant qu'universitaires, on participe à structurer justement le projet, à venir voir comment est-ce qu'on peut mettre en place tout l'accompagnement de cette équipe créative qui a la main sur les scénarios pour leur donner les expertises, la connaissance, les rebonds suffisants pour faire ces scénarios et tout simplement jouer les méchants par rapport aux armées. Donc ça, c'est notre rôle de recherche. Et l'équipe est composée d'une dizaine, c'est ça, d'écrivains, de BDistes Exactement. En fait, le projet se structure autour de différentes équipes. L'équipe la plus importante et l'équipe cœur de ce projet, c'est donc la Red Team, que représente Romain ici aujourd'hui, qui est en fait uniquement composée d'une dizaine de profils créatifs qui créent ces scénarios. Autour, on a également une Blue Team composée de militaires qui viennent en fait avoir plutôt un regard discriminant, pas prescripteur sur les scénarios en fait, qui viennent faire rebond, nous permettre d'identifier les bonnes menaces, dialoguer justement avec l'équipe des auteurs. On a également une Purple Team que nous animons en tant qu'université Paris Sciences et Lettres, qui sont en fait des experts sur des sujets très précis. Par exemple, quand on décide de faire des scénarios, on est venu avec quelques vidéos pour présenter les scénarios. Quand les auteurs viennent nous voir en disant voilà, on a des scénarios qui impliquent les deepfakes, finalement, dans 40 ans, à quoi ça peut ressembler, qu'est-ce qui se passe, en fait, créer un cône de potentialité, de vraisemblabilité autour de ces scénarios, nous, on va chercher l'expert pour venir justement dialoguer avec eux. Et on a également tout ce qui s'appelle la Black Team, dont je fais partie, qui est plus toute une équipe de gestion, donc à la fois recherche. Par exemple, moi, je commence mon doctorat justement sur science-fiction et innovation. Comment est-ce qu'on structure des projets d'innovation à partir de la science-fiction, et également des points de gestion plus opérationnels sur le projet. D'accord. Et alors, commandant, du côté de l'armée, quel était le point de départ? Le point de départ, c'est qu'il n'y a pas pire qu'un militaire pour imaginer l'avenir des militaires. C'est-à-dire qu'il faut à chaque fois, et c'est pas vrai que pour les militaires, c'est vrai pour toute organisation, quand vous demandez à quelqu'un d'imaginer l'avenir, vous êtes immédiatement happé par vos biais, par votre quotidien, par votre connaissance du milieu, qui fait que vous avez du mal à imaginer votre propre avenir. Et donc, la volonté du ministère des Armées,
en allant chercher des auteurs de science-fiction pour imaginer différemment, ça a été vraiment de dire la rupture ne viendra pas de l'intérieur, elle viendra de l'extérieur. Voilà. Et donc cette ouverture, elle a été fondamentale. Et en créant en 2018 l'Agence de l'innovation de défense, la ministre des Armées, Florence Parly, voulait que les armées fassent différemment et innovent différemment. Et je pense que la Red Team, c'est la concrétisation de cette manière d'innover différemment et pour le ministère des Armées de s'ouvrir à de nouveaux modes, de nouveaux schémas de rupture. Et donc tout ça passe par la fiction. C'était le choix. Même la science-fiction. La science-fiction. D'accord. Ça rappelle un petit peu ce que, vous le savez ça, ce que Spielberg a fait. Vous êtes au courant de ça pour Minority Report. Dans les débuts des années 90, Spielberg a enfermé des savants dans un hôtel à Miami pendant 3 jours et il leur a dit, bon, maintenant vous me trouvez les gestes de l'avenir. Et quand vous voyez au début de Minority Report Tom Cruise swiper comme ça, et que ça nous a fait tous un effet absolument incroyable, ça sort de cette discussion qui est en fait ce qu'on appelle aussi la prospective ou le design thinking, hein, effectivement. Et donc, oui. Pour l'anecdote, l'équipe de consultants qui a travaillé pour Spielberg sur la conception de Minority Report faisait partie d'une entreprise qui s'appelait The Monitor Company et qui est mon premier cabinet de conseil. Donc effectivement, ça a été les premiers prestataires de services à vraiment faire des démarches de design thinking et de futurologie. C'est la même équipe qui ensuite a travaillé pour Apple sur un certain nombre d'éléments qui ont donné ensuite ces mouvements qui sont effectivement ceux qu'on voit. Donc c'est pas simplement, là en l'espèce, c'est un cas un peu particulier parce que c'est pas simplement qu'ils ont anticipé par des démarches de prospective, c'est même qu'il y avait une fusion assez forte en fait au sein de cet écosystème entre les gens qui faisaient de la tech et les gens qui faisaient de la fiction. Et puis l'originalité vue de notre côté, c'est que quelqu'un qui veut faire une œuvre d'art se tourne vers la tech et tous ceux qui peuvent aider. Justement, pour moi, c'est la démarche inverse, d'une certaine manière, de celle du ministère des Armées. C'est allons chercher ce que la science peut nous apporter pour créer de la science-fiction. Et alors, oui, allez-y. Non, alors, ce qui est important, mais on pourra en parler un peu plus tard, le fait que le ministère des Armées aille chercher des auteurs de science-fiction et en même temps passe par un opérateur qui s'appelle Paris Sciences et Lettres, c'était aussi une volonté de dire il ne s'agit pas de faire que de la science-fiction qui pourrait être considérée comme un peu hors sol par rapport à des problématiques militaires ou des problématiques qui concernent des sujets assez sérieux pour la France et ses intérêts, et de dire il faut connecter cette science-fiction à des réalités, à du concret, et c'est ce que Paris Sciences et Lettres apporte, c'est-à-dire que nos auteurs de science-fiction, ils vont évidemment imaginer des choses extrêmement intéressantes, mais il faut les rapporter à une possibilité, à une probabilité, à une occurrence, à des fusions avec la science, avec les arts, avec la culture. Et ça, c'est ce qui permet au programme, justement, d'amener les militaires dans des réalités alternatives, des réalités différentes, sur lesquelles ils vont pouvoir se projeter et ils vont pouvoir prendre en considération les menaces. Parce que faire uniquement de la science-fiction, le risque, ça aurait été de dire, mais on place les gens dans un univers qui est tellement différent du leur, qu'ils ne vont pas adhérer, parce que le programme a quand même un but, hein, c'est de faire modifier au sein des armées la manière de construire l'avenir, de construire la sécurité des Français et la défense des Français à un horizon qui va de 10 à 40 ans. Et je me permets de faire rebond en mettant justement ma petite casquette de chercheur. En fait, c'est là toute l'originalité du programme Red Team Défense, c'est ce dialogue entre armée, art et science. Parce qu'en fait, utiliser la science-fiction, et notamment l'utilisation de la science-fiction par les armées, on pense aux armées américaines, c'est quelque chose qui se fait dès les années 60. Donc c'est pas quelque chose d'inédit et de totalement nouveau. Par contre, c'est dans ce dialogue et dans la façon de structurer ce dialogue qu'on trouve une nouveauté, une innovation dans la façon d'approcher les futurs pour les armées. Et puis j'imagine que c'est très important d'adosser à du savoir. J'ai lu qu'à un moment donné, il y avait des scénaristes qui avaient imaginé un drone furtif qui existait déjà, si j'ai bien compris. J'avais lu ça. Effectivement, je me disais, bon, ils imaginent beaucoup de choses et c'est important qu'il y ait une source de savoir référencée qui permette de dire c'est dans tel sens ou dans tel autre. Après, là, je vais aussi voir avec le dialogue qu'on peut avoir avec mes collègues. Ce qu'on va chercher, c'est pas forcément d'inventer ad hoc une technologie qui n'existe absolument pas. Ce qui est intéressant, et bien sûr, on peut aller chercher ça, mais ce qui est intéressant, c'est tous les usages et toutes les menaces qui vont être mises en scène au travers de cette technologie. Alors,
vous allez nous en parler, mais ce matin, quand on a terminé notre réunion autour de Years and Years, qui est une série britannique qui imagine un futur proche, il a été dit par un historien, donc Ioannis de Roab, qu'un des défauts de cette série, c'était qu'elle imaginait, elle partait d'un ensemble de données, et puis elle traçait une ligne, rectiligne, qui imaginait le futur, mais sans brisure. Et il disait, mais le futur, c'est jamais comme ça. Ça fonctionne justement sur ces brisures. Est-ce que ça n'est pas ça que vous attendez? C'est essayer d'anticiper ces brisures et ne pas être uniquement dans la ligne droite. Ce qu'on attend, c'est toute la richesse des auteurs de science-fiction. Parce que, personnellement, moi, je n'ai aucune expérience dans comment créer un narratif, comment amener des personnages et des situations dans des champs qui sont totalement différents de ce qu'on peut percevoir aujourd'hui. Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, on a des auteurs, des dessinateurs, des scénaristes dont le but est de rendre une vision la plus en rupture possible et la plus dérangeante possible pour les armées, parce que le but, et on l'a dit au début, c'est on leur donne un rôle qui est à la fois, je pense, amusant pour eux et en même temps qui donne beaucoup de responsabilités dans la manière de le conduire, c'est de jouer les méchants et de jouer les gens qui vont menacer la France dans les années à venir. Vous pouvez nous parler de comment vous avez travaillé, justement? Vous avez commencé à travailler. Alors, ça ressemble beaucoup plus à de la production de scénarios de série, en réalité, qu'à de la production romanesque, en termes de processus créatif. Le mode, d'abord, c'est un mode de fonctionnement en équipe. Donc, on a on commence toujours par des moments qui sont des moments de créativité ouverte, où on identifie des thématiques, enfin, sur la base d'un cadrage global ou de grande direction, parce que voilà, sur la base d'un cadrage ou de grande direction, on identifie des thématiques et des choses qu'on veut explorer. Et effectivement, le but, c'est de construire des scénarios qui portent des menaces. Et ces menaces, elles doivent se trouver, même si c'est à la limite, mais pas à la limite extérieure, à l'intérieur de la limite de ce qu'on peut appeler, moi j'aime bien appeler un cône de vraisemblance. C'est-à-dire que c'est vous positionnez en 2040-2060, ce qu'on raconte doit être possible, même si c'est à la limite extrême du possible, même si c'est la pointe fine des technologies. Et c'est pour ça d'ailleurs que on n'est pas vraiment là pour faire de l'innovation scientifique. On n'est pas là pour imaginer des technologies futures. Parce qu'effectivement, l'éventail des choses qui sont techniquement possibles, c'est quand même cadré par le vraisemblable technologique d'une part, et puis par les lois de la physique de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne produira pas un scénario où, je dis n'importe quoi, on ne produira pas un scénario où on peut se téléporter, parce que vraiment techniquement, là, scientifiquement, il y a vraiment aucun... au-delà d'un atome, il n'y a vraiment rien qu'on puisse faire là-dessus, dans le contexte des sciences actuelles en tout cas, mais probablement que ce sera vrai encore dans 50 ans. Et on ne fait pas de scénario, enfin moi je l'étale un peu mais ils ne veulent pas, où des extraterrestres débarquent, grosso modo. Voilà. Pourtant ce serait sympa. Et donc là il y a bien un cône de vraisemblance, et là-dedans, en effet, on va construire des menaces en partant du principe qu'on essaye d'identifier des choses qui, au regard de ce qui est aussi l'avenir prévisible des capacités de l'armée française ou de l'armée française et de ses alliés, posent des défis ou des problèmes d'un genre nouveau. Et donc on explore un certain nombre de champs qui sont le champ technologique, on le pense tout de suite parce qu'on associe beaucoup la science-fiction à la technique, mais qui sont aussi des champs sociétaux, des champs politiques. Et on a une équipe assez équilibrée en réalité au niveau des créatifs. C'est-à-dire, il y a des auteurs de science-fiction très, alors je me permets d'utiliser ce vocable, mais très ce qu'on appelle la hard science fiction, c'est-à-dire des gens qui font qui racontent des histoires avec des combats spatiaux qui sont très orientés sciences et technologies, des gens qui viennent de background un peu plus sciences humaines, des gens qui réfléchissent plutôt à la question de l'innovation politique ou sociétale. Et on essaye de construire des scénarios où ces différentes dimensions, avec des pondérations différentes, sont représentées. Parce qu'effectivement, dans cette notion de créer des menaces alternatives par rapport à ce que nos amis de l'armée peuvent produire sans nous en termes de prospective, il y a aussi l'idée d'aller chercher des dimensions qui sont plus entre guillemets dans le soft, quoi. Et donc on travaille de façon itérative.
En général, on consulte énormément d'experts, en effet, pour calibrer ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Donc on va voir des scientifiques de renom ou des chercheurs et on leur pose des questions complètement absurdes. Mais alors du coup, si vous deviez nourrir une ville de 1 million d'habitants qui flotterait sur l'Atlantique, comment vous feriez, monsieur l'expert de la pisciculture, l'ascenseur spatial pour... qui fait plusieurs milliers de kilomètres de long, il est construit en quel type de matériaux exactement? Et on leur pose des questions typiques, effectivement, de scénarios de science-fiction, en essayant de les amener à nous dire la limite de ce qui est envisageable. Ça nous suffit que ce soit envisageable. Et donc ensuite, on construit ça comme ça. Donc c'est par rapport à ce qui est techniquement un travail de fiction stricto sensu, que moi je peux pratiquer par ailleurs, c'est quand même très différent. C'est quand même très différent. C'est plus intellectuel au départ, et ensuite, en effet, on va faire quelque chose qui, moi, me semble extrêmement important et qui différencie cette démarche, comme l'ont dit mes collègues, de ce qu'ont fait les Américains dans les années 60, quand Robert Heinlein a bossé un peu pour la Rand Corporation et le ministère des Armées américain, le Department of Defense, c'est qu'on va construire des narratifs, on va injecter éventuellement des personnages, on va construire des situations réelles, réaliste, voilà, ça se passe à tel endroit, telles sont les forces en présence, le chef des ennemis ressemble à ça. Et le but est de passer d'un truc qui sinon serait un rapport, vous lisez un rapport, voyez, à quelque chose qui ressemble plus à ce qui se passe quand vous regardez une série ou quand vous lisez un roman, c'est-à-dire une expérience davantage existentielle. Et on veut aider effectivement nos interlocuteurs à se projeter, voilà, à s'imaginer étant dans ce scénario et d'une certaine manière à le jouer mentalement. Et donc ça passe par le truchement de la fiction, mais aussi par la production d'artefacts, par la production d'éléments en réalité augmentée. Voilà, tous ces artifices finalement qui sont des artifices littéraires et artistiques, qui sont exactement ce qu'on trouve dans une expérience voilà, de consommateurs de produits culturels, de romans, de séries, de films, qui sont à un moment donné, je fais abstraction de qui je suis réellement et de ce qu'est le monde réellement, et j'accepte le réel de la fiction. C'est ça la différence entre un rapport, c'est ça la différence entre un texte de prospective bien léché qui peut être publié dans Esprit et ce qui est effectivement un narratif. Le but du narratif, c'est une sorte de pacte où à un moment donné, on accepte un certain nombre de choses qui, on les accepte d'un point de vue existentiel un peu intime. Et donc là, ça commence à devenir intéressant. Je réagis sur Esprit. C'est vrai qu'on se pose la question à Esprit de temps en temps de publier de la fiction. Mais justement parce que le statut de la fiction est en train d'évoluer dans notre société et que le statut de comment elle peut porter de la vérité est quelque chose qui, en tout cas, pose question, hein, c'est certain. Et alors, comment êtes-vous reçu? Est-ce que vous avez un aller-retour régulier? Est-ce que vous avancez beaucoup avant de revenir vers l'équipe de l'armée? Comment cela se passe? C'est extrêmement itératif. Sur des boucles courtes. C'est-à-dire qu'effectivement, on va partir d'un espèce de cadrage macro. On a envie de réfléchir à la question de... Voilà. Oui, donnez-nous des exemples. On a envie de réfléchir à la question de la surprise stratégique, à la question de la guerre de mouvement, à la question de l'énergie, à la question de... des thématiques comme ça, à la question à des sujets technologiques précis. L'hypervélocité, par L'hypervélocité, exactement. Voilà. Donc c'est des choses qui sont de niveaux extrêmement différents, qui sont parfois à la question du vivant. Voilà. Des choses qui sont parfois très conceptuelles, parfois très, très liées à des techniques émergentes. On a effectivement une session de créativité, ou quelques sessions de créativité. On construit une longue liste de possibles. Nous-mêmes, il y a des choses qu'on sent, il y a des choses qui sont intéressantes pour nos interlocuteurs, mais qu'on ne sent pas sur le plan scénaristique, ça ne fonctionne pas bien, c'est pas puissant, etc. On a une boucle, on construit un début de scénario, on a une boucle, on construit un scénario plus élaboré, on a une boucle, etc. Et donc c'est très, en tout cas pour les auteurs, enfin je parle que pour moi, hein, mais c'est très puissant parce que ça crée un dialogue avec des gens donc, qui sont des militaires, y compris de haut niveau, et qui sont des gens qui sont conceptuellement très puissants,
et qui ont une patte existentielle, parce qu'ils ont vu des trucs que le commun des mortels n'a pas vu souvent, qui ont aussi une patte existentielle assez différente du commun des mortels. Donc c'est vraiment un exercice assez incroyable. On se retrouve enfermé dans une pièce à se dire, bon, bah là, est-ce qu'on est au seuil de déclenchement de l'arme atomique? Oh, quand même pas, il faudrait ça en plus, etc. Donc c'est des discussions absolument passionnantes, qui font un peu froid dans le dos parfois, mais c'est du coup extrêmement enrichissant quand vous êtes auteur, d'avoir la possibilité de dialoguer avec des gens de ce calibre-là, ce qui est pas fréquent dans la vie, dans la vie civile, quoi. Bien sûr. Et par exemple, quel type de réaction ils ont? C'est des réactions sur des détails, sur des structurations, ça dépend, c'est variable? Eux, leur sujet, c'est deux choses. C'est crédible, pas crédible, et puis c'est problématique, pas problématique. Et il y a des cas où on leur dit, bah, alors du coup, ça aurait été... Enfin, on imagine ça, et ils nous disent, mais ouais, mais ça, c'est un truc qu'on peut gérer, donc voilà. Elle est plus loin. Et alors, par exemple, l'hypervélocité, qu'est-ce que c'est? C'est moi qui en ai parlé, donc Ouais, justement. je suis puni. Hein. Alors, l'hypervélocité, pour le coup, c'est pas de la science-fiction. Hein. On a par exemple le missile avant-garde russe, qui est un missile hypervéloce qui a été développé il y a quelques années et qui effectue ses premiers vols actuellement. C'est une problématique qui est au cœur de la réflexion de la préparation de l'avenir des armées françaises, mais de tout un tas d'armées dans le monde. Et l'hypervélocité, ce sont des projectiles qui vont à plus de 5 fois la vitesse du son. On appelle ça Mach 5. Pour vous donner un ordre d'idée, le Concorde, il allait à 2 fois la vitesse du son, Mach 2. Voilà, donc c'est des missiles qui vont plus de 2 fois plus vite que le Concorde. Et donc, ce qui se passe dans ces types d'attaques, c'est que les missiles et les armes vont tellement vite que le niveau de réaction nécessaire pour contrer ces armes, il est de l'ordre de la centième ou du millième de seconde. Donc, c'est très rapide et ça pose des questions en termes de boucle humaine de décision, boucle technologique pour la détection, protection, et ce sont donc des nouvelles technologies qui amènent à penser différemment. Et quand la science-fiction s'empare de ces problématiques-là, eh bien ça va dans des orientations qui peuvent paraître totalement folles dans la manière dont elles vont faire changer la guerre. Et donc ce qui s'est passé sur la saison numéro 1 de la Red Team, justement, c'est que nos auteurs, mais peut-être que je vais là redonner la parole à Romain, sur la manière dont justement cette hypervélocité, elle a changé le cours de la guerre. Oui, alors, pour prendre cet exemple-là, qui est un des scénarios effectivement qui ont été publiés, on a essayé de tirer les fils de cette question de l'hypervélocité et d'une autre question qui est aussi une technologie plus qu'émergente, qui est celle de la dronisation, c'est-à-dire du développement de drones, et donc de la présence, qui est un peu une nouveauté dans l'histoire militaire, d'objets capables de faire de l'observation et capables aussi de frapper un adversaire sur l'espace un peu au-dessus de nos têtes. Et donc on a construit un scénario et on a tiré un fil et on a démontré qu'un des futurs possibles de la guerre, c'était un renversement de la manière dont on fait la guerre au XXe siècle, en gros depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que depuis la Seconde Guerre mondiale, le paradigme de la guerre dans tous les conflits qui ont eu lieu à partir de l'entre-deux-guerres, c'est la guerre de mouvement. C'est-à-dire le fait que, en gros, c'est l'armée qui a le plus de capacité de manœuvre, de plus de chars d'assaut, le plus d'avions de chasse, de plus de bombardiers, donc le plus de capacité à se mouvoir rapidement et à frapper qui gagne. Le développement de tout cet ensemble de nouveaux outils, il nous a amené à imaginer un champ de bataille où on revient sur une guerre gelée, une guerre de position, et où, si vous voulez, la vitesse de la frappe et la saturation du champ de bataille font qu'on ne peut plus avancer. Et donc, on a raconté l'histoire d'un conflit qui se passe dans un futur alternatif à celui au nôtre, où la ville de Troie décidait à rentrer à nouveau en guerre contre les Égéens, les Grecs, les Mycéniens, eux-mêmes soutenus par la puissance de Carthage, dont on sait bien qu'elle veille sur la Méditerranée, décident effectivement d'entrer en hostilité. Et puis progressivement, le front entre les Troyens et les Grecs se gèle pendant un temps extrêmement long, avec une difficulté de chacun des camps à reprendre effectivement l'assaut, et le développement de choses qu'on a appelées, ou de dispositifs qu'on a appelés des hyperforteresses, qui sont des amoncellements de dispositifs technologiques visant à déployer tout un ensemble de contre-mesures automatiques,
pour effectivement arrêter les drones, les missiles hypervéloces, etc., de part et d'autre d'un no man's land. Et donc c'est une configuration de la guerre extrêmement différente de celle d'aujourd'hui ou de celle de 1940, voilà, qui est fondée sur le mouvement. Il n'y a plus de mouvement. Et donc, que font les armées des camps, des différents camps face à effectivement ce changement de paradigme? Ils retrouvent un certain nombre de choses qui relèvent de la ruse, qui relèvent de l'infiltration, qui relèvent du sabotage, voilà, qui sont bien sûr partie de l'arsenal des militaires aujourd'hui, mais qui, d'une certaine manière, ont été minorés par le fait que vous pouvez être usé aujourd'hui si vous avez plus de chars, vous avez plus de chars. Voilà, donc c'est typiquement ce genre de choses qu'on essaie de construire. Donc ça, c'est un exemple. Quand on l'a écrit, finalement, on s'est dit, est-ce que c'est pas à la limite basse de la science-fiction? Bon, parce que tout ça, on le voit arriver, voilà. Mais c'est effectivement un exemple de la manière dont on va construire des scénarios. Alors là, avec un espèce de petit artifice, en allant chercher les Grecs, les Troyens, pour neutraliser un peu tout ça, voilà, mais on voit où porte le regard. Et il y a d'autres scénarios qui sont plus explicites sur les zones géographiques, etc., voilà, qu'on peut développer aussi. Mais à chaque fois, avec cette idée-là, pas simplement de tirer les fils, mais d'essayer d'identifier des cassures potentielles. Mais c'est frappant quand vous racontez ça. On pense au problème des traders qui sont face à des décisions qui sont prises par des algorithmes à 1/100e de 1/1000e de seconde et qui ont des difficultés de ce côté-là aussi. Hein. C'est la défense hyperfréquence. Voilà. Non, mais c'est un vrai faut que je problème. m'engage. On n'a pas une vidéo de ça? On peut peut-être mettre. Justement, ce serait. Est-ce qu'il y a... Je ne crois pas Si ce n'est de ça, en tout cas, la nous donner clé, des mais exemples. par contre, je l'ai. Il faut juste que je la récupère. Si vous avez des éléments On a peut-être à nous d'autres montrer, vidéos. voilà, nous montrer ces moments peut-être. On a des exemples par contre sur un scénario qui concerne lui plus la ruse et de savoir justement comment est-ce qu'on intervient sur un terrain d'opération en surcharge cognitive. Donc on peut peut-être présenter, on a notamment la timeline ruse qui vous permet de voir, donc je me tourne vers les vidéos, qui vous permet de vous présenter de manière générale l'histoire du scénario, ces différentes séquences dont Romain pourra éventuellement parler. Et derrière, vous présentez un artefact qui vous permet de voir justement comment est-ce que on confronte en fait les armées avec la production des auteurs. Les années 2020 voient le déploiement d'une nouvelle génération de réseaux de services, véritables bulles numériques communautaires, les safe sphères. Elles adaptent la perception du monde extérieur à la réalité que chacun veut lui donner. En 2040, 90% des Européens y sont connectés, si bien qu'il n'y a plus de réel commun partagé. Le 12 octobre 2045, un attentat biologique est commis au cœur de Grand City, déjà ravagé par une crue centennale. Quelques heures après, la France lance l'opération Omanide pour rapatrier les ressortissants de l'UE. L'armée française arrive dans un contexte de chaos climatique et d'alerte sanitaire au sein d'une population soumise à des réalités alternatives et qui se révèle incapable d'entendre les propos officiels. Entre le 14 et le 20 octobre 2045, l'armée française établit 6 points d'évacuation hors de Grand City. Mais de nombreux ressortissants s'opposent aux conditions de leur évacuation, voire se méfient des militaires. La critique médiatique est virulente, les fake news omniprésentes. Le 20 octobre 2045, les ressortissants sont rapatriés jusqu'à Wood. Une flottille de ferries est prête à les rapatrier vers la France, mais se heurte à des bateaux venus du continent qui s'opposent au rapatriement par crainte de la contagion. Durant le mois de novembre 2045, l'arrivée en France des ressortissants obéit à un protocole strict. En 2047, l'opération Sécuriser le réel, sous mandat de l'UE, est lancée pour contrôler les zones de réalité alternative. En 2050, on estime qu'il faudra encore plusieurs années d'efforts pour désactiver les safe sphères les plus virulentes. Face à une balkanisation progressive du réel, comment retrouver le sens de l'intérêt général et d'un destin collectif ? Comment ces images sont-elles fabriquées? Est-ce que vous intervenez parce que... Le script est de nous. Hein. Oui, le script, mais la réalisation, le split screen... Ça c'est pas mon métier, par contre.
Oui, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui interviennent? Exactement. On est également autour de ces Red Team, comme j'expliquais, il y a plusieurs équipes, dont également une équipe créative qui nous permet de réaliser des vidéos, ou des experts qui nous permettent de réaliser de la réalité virtuelle ou des illustrations. Donc là, cette vidéo a été réalisée par le collectif Antebellum Film, qui en fait Antebellum Film, oui. On va faire avant la guerre. Exactement, on reste dans la thématique. Et qui, du coup, dialogue avec les auteurs pour s'assurer que le script est bien respecté, que les images sont bien respectées, qu'on reste en fait dans l'ambiance du scénario, qui finalement, ce sont les bons concepts et la bonne atmosphère qui est mise en avant pour faire peur aux armées et jouer les méchants, encore une fois. Le but, c'est d'avoir une expérience la plus globale possible et la plus immersive possible. Encore une fois, il ne s'agit pas, avec la Red Team Défense, de produire des scénarios pour produire des scénarios. Non. Il s'agit d'aller toucher les armées pour que demain, elles puissent correctement s'imaginer, lancer des projets, des études sur qu'est-ce qui demain pourrait toucher la France et sur lesquels on n'est pas encore préparé et sur lesquels on doit se préparer. Et donc, la démarche Red Team Défense, elle est là aussi pour dire comment est-ce que les auteurs de science-fiction vont venir toucher les armées. Et pour toucher les armées, comme pour toucher d'autres types d'organisations, eh bien, on s'est aperçu qu'un livre de 400 pages, parfois, ça marche moins bien que des vidéos. Il faut le livre, hein. Mais voilà, il faut un moyen d'accroche, il faut un moyen d'immersion. Et les vidéos, on a parlé de réalité augmentée, on a parlé d'artefacts qui peuvent être des maquettes, qui peuvent être des environnements recréés dans une pièce. C'est extrêmement important pour que les gens puissent s'imaginer, se projeter dans l'avenir qui est imaginé, s'imaginer aussi la violence de la manière dont sont pensés les scénarios. Et puis, encore une fois, au cœur du ministère des Armées, nous, on a besoin de faire travailler sur ce programme tout un tas d'acteurs français qui sont là et qui sont complémentaires pour illustrer ce que nos auteurs fabriquent. Et je pense que justement, pour vous montrer un petit peu tout l'intérêt de ces artefacts, donc il y a une autre vidéo qui s'appelle Témoignage d'une soldate, où en fait vous allez voir justement, donc là vous avez vu un peu un résumé du scénario et ses conséquences et finalement les grandes menaces qu'il scénarise, mais les artefacts sont là pour venir mettre en lumière un élément précis du scénario et finalement permettre de se rendre compte et surtout de vraiment confronter à cet élément du scénario. Là, par exemple, c'est le témoignage en fait d'une soldate qui a été sur le terrain d'opération pour l'exfiltration des ressortissants français. Je parle sous le couvert de Romain pour le scénario. Et en fait, elle vient expliquer ce qu'elle a vu sur place. Et c'est des choses finalement sur un scénario qui peut faire 200 pages, 400 pages, comme disait le commandant, qui peut-être va passer on peut passer à côté. Alors que quand on voit la vidéo, on voit et qu'elle témoigne et qu'elle nous explique qu'en fait, à la fois, elle est en train de marcher dans le sang pour exfiltrer des ressortissants français et qu'en même temps, les safe-faire lui font voir des images de grandes barrières de corail, en fait, elle a une dissonance cognitive énorme et elle a un mal-être et un malaise en sortie d'opération assez important. Donc je pense qu'on peut passer cette vidéo rapidement. Je suis Neddy Sonner, sous-officier de l'armée de terre. Je suis rentré de l'opération Manille. 3 semaines d'enfer. J'avais jamais vu ça. Jamais. C'était le chaos. C'est toujours le chaos. Mais là, en plus du virus, de la crue, des civils en panique, des milices et des pillards. Il y avait des essais de drones comme on n'avait jamais vu. Et cette horreur de fog informatif.
On pataugeait dans les sacs de sable, la boue, les sève-sphères. Elles se croisaient dans mon regard. Il y en avait 1, 2, 12. Elles balançaient des alertes, des fakes et même des pubs. J'ai vu une pub pour la Grande Barrière de Corail. C'était au-dessus d'un charnier, dans le Grand Est. Et il y avait des tortues lyres. Elles pataugeaient dans l'eau de la Timide. Elle était rouge sang. Fog of War. Fog of Moor. Et oui, j'ai un bon psy. On a toujours des bons psys. Est-ce que vous avez travaillé, Romain, sur précisément ça? Parce que j'aimerais savoir comment vous avez travaillé. Nous, ici, on est un peu spécialistes de l'image quand même, et de la narration par l'image. Donc, vous avez fait un choix qui consiste à introduire de la distance, mais pas trop de distance, de manière à ce que l'empathie soit possible. Donc, la distance avec le cadre, les 4 points qui désignent le cadre, et en même temps, l'élargissement de l'image qui fait qu'on est quand même dans son réel, avec ces bips très hospitaliers qu'il y a derrière, et qui sont des bips techniques. Donc, est-ce qu'on est venu vous proposer en disant, sur la bande-son, il pourrait y avoir des bips, etc. Comment ça s'est passé? Alors moi, encore une fois, je suis auteur. Mon travail dans la Red Team n'est pas d'apporter cette technicité-là. Mais vous pouvez réagir. Voilà, en revanche, on peut réagir, et c'est ce qui se passe. Mais assez globalement, on est sur une production en termes d'image qui reprend, et je pense que ça a son importance, qui reprend, et c'est, je pense, sur quoi vous mettez le doigt de façon sous-jacente, un certain nombre de codes qui sont des codes aujourd'hui bien connus, qui sont en effet ceux de l'image des productions contemporaines. Et ça, c'est vraiment important, et c'est vraiment fort, parce que on construit effectivement des narratifs qui vont ensuite s'exprimer dans un certain nombre de codes et de systèmes de signes qui sont immédiatement compréhensibles par notre auditoire. Vous voyez, ils sont compréhensibles par l'auditoire ici, ils sont compréhensibles par l'auditoire des militaires, ils font partie de ce qui constitue un peu la culture pop, au sens pas du tout négatif du terme, hein, voilà, et un langage audiovisuel facile à comprendre. Alors, nous, derrière, on écrit des scénarios qui sont pas rigolos à lire, je veux dire, qui sont longs, qui sont techniques, dans lesquels il y a des annexes, où on explique tel détail sur... alors dans l'exemple là, il y a toute une géopolitique des affrontements là entre factions dans Grande Centrale, et la manière dont, dans une ville libanisée, si vous voulez, ou transformée, une ville européenne transformée en un équivalent de Beyrouth des années 80, avec des factions qui s'affrontent, l'injection en plus de ce qu'on appelait les safe spheres, c'est-à-dire une espèce de version encore plus puissante et encore plus troublante des réseaux sociaux, transforme complètement les relations politiques entre les groupes. Mais à un moment donné, en effet, on se fait accompagner par des gens dont le métier est la technique de l'image, qui vont proposer effectivement des choses qui relèvent de catalogues de solutions assez classiques, de façon à basculer sur un produit qui est quand même assez différent de ce que moi je peux créer, voilà, qui est effectivement la capsule qui va montrer un personnage, un soldat, une bataille, une situation de conflictualité spécifique, un objet technique, voilà, et ça, c'est très puissant. Et surtout, bon, c'est, comme vous l'avez dit, c'est perceptible par tout le monde, et j'imagine qu'il y a une table d'entente entre vous et les récipiendaires, les militaires, qui permet qu'il n'y ait pas trop de déperdition au niveau de l'image. Mais vous n'avez jamais eu envie, d'un côté ou de l'autre, d'aller chercher des gens qui seraient aussi très innovants sur l'image,
Je sais pas moi, en 84, moi j'ai entendu Jean-Luc Godard dire « Donnez-moi une caméra extrêmement puissante et j'arriverai à vous guérir le cancer, parce que j'arriverai à voir dans le cerveau 84 quand même, le cerveau ». Est-ce que c'est une étape d'après ou c'est pas du tout de saison? Alors, il ne faut pas oublier qu'en face de la Red Team Défense, vous avez des gens dont le quotidien, c'est la défense de la France, qui ne sont pas forcément des consommateurs de séries, qui ne sont pas forcément des consommateurs de contenu de science-fiction, voire même qui ont un a priori sur la science-fiction. Et quand vous devez toucher ces gens-là, il faut trouver le juste milieu entre je vais les plonger dans un monde totalement différent, mais parfois, il ne faut pas que le choc soit trop fort pour qu'il tue le patient. Donc il faut que le choc soit bien contrôlé pour que ça les bouscule assez pour changer, mais pas trop pour les faire tomber. Et donc aujourd'hui, déjà, les productions qui ont été faites, je les trouve déjà très ambitieuses par rapport au public vers lesquels on va projeter. Alors, ça marche bien pour le grand public, hein, je pense que alors, je fais de la pub d'ailleurs, on a un site internet redteamdefense.org qui reprend tous ces contenus qui sont à valoriser parce qu'en effet on a des super boîtes de production françaises qui travaillent dessus. Mais derrière, quand on va projeter ça pour les militaires, il s'agit de les embarquer dans un nouveau monde, mais les prendre par la main, doucement. Voilà. Et c'est le message qui est important. L'image, elle est importante aussi, elle va les embarquer, mais c'est le message qu'écrivent les auteurs qui est important. Pourquoi pas innover demain dans la manière dont on va montrer l'image, mais encore une fois, ne perdons pas de vue le pourquoi de ce programme et qui on vise avec ce programme. Peut-être en rebond, c'est enfin, ce qu'on est en train de dire là, en effet, ça renvoie aussi à quelque chose que moi j'avais pu dire au début, qui consiste à dire la production d'un scénario pour le ministère des Armées, c'est extrêmement différent d'un travail d'auteur. C'est-à-dire qu'en effet, moi quand j'écris un roman, celui qui est posé sur la table, mon activité est polarisée par la production, enfin par l'enjeu de produire une certaine expérience, qui est une expérience littéraire pour le lecteur, et c'est une fin en soi. Quand je suis en train de travailler sur un scénario pour le ministère des Armées, la dimension artistique de la production, elle est au service, il y en a une, voilà, il y a une dimension qui est d'ailleurs plutôt en fait une dimension de technique créative, elle est au service d'autre chose. Et donc ça, on le perd pas de vue, voilà. Et typiquement, je peux vous dire qu'en tant qu'auteur, on se fait pas plaisir dans les scénarios. Vous voyez, quand j'écris mes romans, je me fais plaisir des fois. Je fais des trucs. J'espère que je fais un peu plaisir à mes lecteurs, mais je me fais plaisir aussi. Dans le cadre des scénarios de la Red Team, on essaye de créer un certain effet cognitif sur nos lecteurs, ce qui est complètement différent de l'expérience artistique qu'on essaye de générer pour un lecteur de romans ou pour si je produisais des scénarios de séries, c'est très très différent. Et du coup, la façon dont on prend le sujet, les choix techniques vont être vraiment polarisés par une notion d'efficacité. De lisibilité, effectivement, il faut que ce soit perçu. Mais je comprends tout à fait. Et quand tout à l'heure vous parliez de la façon dont vous écriviez et vous aviez l'équipe de réalisation audiovisuelle qui venait en rebond, je me disais, mais mon Dieu, mais quelle paix si dans l'écriture des séries, ça se passait aussi simplement. Or, justement, ce sera la table ronde de demain matin, à laquelle je vous invite à venir. Ce qui se passe entre les scénaristes et les réalisateurs, c'est, pardonnez-moi, hein, mais c'est une guerre de tous les moments. C'est-à-dire que le scénariste écrit quelque chose, et c'est à but artistique forcément, et arrive un réalisateur qui s'en empare et qui fait autre chose. Ça, c'est dans le cinéma. Pour dans le les coup, séries, c'est pire. La guerre, c'est notre métier, donc ça, on arrive à bien le gérer. C'est ça, vous savez faire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vous importe dans les séries, peut-être? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que vous décrivez, en tout cas, comme façon d'écrire, ressemble vraiment, vous l'avez dit, hein, Romain, ressemble aux Writers' Team qui sont dans des salles aux États-Unis ensemble. Ils sont 10 et ils écrivent effectivement une série ensemble. Et il n'y a pas d'ego sur tel ou tel. Enfin, il y en a forcément un petit peu, oui, je sais. Mais enfin, il y en a moins. On va dire qu'il y en a moins. Vous êtes d'accord? Voilà. Il y a moins d'ego. Non, mais dans la production de série, vous avez une équipe de créatifs et vous avez un chef, quoi. Donc, et à la fin, le chef, il décide. Ah oui, d'accord. Mais moi, je parlais juste. Évidemment, vous avez raison. C'est un showrunner. En plus, et de la même, il y a un showrunner, exactement. Alors nous, on n'a pas techniquement de showrunner parmi les créatifs. En revanche, on a bien une équipe de gestion par PSL.
Et cette fonction-là est importante, c'est-à-dire qu'on ne part pas dans tous les sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on propose un certain nombre de choses, on argumente, on fait de la créativité, puis on décide d'une ligne. En général, on n'a jamais eu de conflit interne, parce que il n'y a pas de sens à en avoir, parce qu'on n'est pas dans une production artistique. Mais la tenue effectivement de la ligne du scénario fait l'objet de discussions âpres. Voilà. Oui. Sinon, Donc, c'est intéressant. voilà, mais ce qui est du coup, c'est très 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 différent. Enfin, j'insiste là-dessus, c'est extrêmement différent de l'écriture d'un roman. Un roman, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Marie, par rapport à tout ça? Non, justement, j'allais juste rebondir pour dire qu'en effet, nous, on était là pour assurer que le cadre se maintenait tout simplement. Et c'est aussi pour ça qu'on fait de la recherche et typiquement que des thèses s'ouvrent comme la mienne pour savoir comment accompagner ce travail de créateur et de profil artistique au service d'innovation pour des organisations comme l'armée. Et on a l'impression à vous entendre que c'est vraiment à l'opposé de ce qui s'est fait dans le service des armées américaines pour faire de la propagande dans les années 40 pour l'armée, pour venir aider l'armée, les films de Capra, les films de Ford, qui étaient des films à message orienté. Alors que là, si je comprends bien, c'est vous qui proposez un message qui convient ou qui ne convient pas, qui est réorienté. Ça n'est pas la même chose que de se mettre au service de « vous allez dire telle chose sur la Corée ». Exactement, ça c'est vraiment, et je parle également sous couvert du commandant, c'est vraiment le cœur de l'Arrêt Team, c'est les profils créatifs, ce n'est pas l'armée. Encore une fois, ils ont un pouvoir discriminant parce que oui, des fois on appuie là où en fait ça fait pas mal, d'autres fois on chatouille là où ça commence à faire mal, et nous aussi notre rôle en tant que cadre, c'est de pouvoir faire dialoguer les armées et dire non, appuyez plus fort, ça fait mal et on veut voir jusqu'où on peut aller. C'est là que ça se passe. Mais par contre, les thématiques viennent des auteurs, les scénarios viennent des auteurs, ne viennent pas des armées. Donc ce n'est pas un but de propagande, au contraire. Je me permets de rebondir là-dessus parce que c'est un débat qui est en cours dans le monde de la science-fiction et qui est un débat très dur. J'allais vous poser la question. Ouais, voilà, du coup je l'anticipe. Et je pense que c'est important d'insister là-dessus parce qu'effectivement... Il faut formuler la question là. On n'est pas dans le cadre de la production, et ce que vous avez vu là, oui, ça n'est pas de la production de propagande. Je vois très bien ce que serait de la production de propagande, et ça n'en est pas. C'est-à-dire que si on voulait faire de la propagande, on nous dirait écrivez une œuvre de fiction comme vous voulez, mais on veut que tel message apparaisse dedans. Voilà. Et aussi possible, voilà, à la gloire de ce que vous voulez. Et c'est comme ça que fonctionne la propagande. Là, on est quand même soumis globalement à deux contraintes. Une première contrainte, c'est qu'on a un travail de construction rigoureux des scénarios qui vise à construire des menaces intéressantes pour des interlocuteurs qui ont des gens avec une vision opérationnelle de ce que c'est que faire la guerre. Voilà. Donc c'est ça notre but, pas un but de propagande. Donc il y a une rigueur intellectuelle assez forte à maintenir pour arriver à produire ça. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a tout un ensemble de, voilà, je dirais, de garde-fous éthiques qui ont été très bien organisés par PSL sur ces questions-là, voilà, et qui font que... voilà, on est tous extrêmement confort sur ce dispositif-là. Et effectivement, l'idée selon laquelle... moi, je sursaute un peu, effectivement, devant l'idée selon laquelle on serait dans de la production. Je vous ai dit que c'était l'opposé. Hein. Voilà. Oui, je sais bien. Je ne suis pas du tout en train de... Voilà, mais de produits, effectivement, qui renvoient à de la propagande, parce que, de fait, on s'y prendrait de façon complètement opposée si on voulait produire de la propagande. La démarche serait autre, évidemment. Oui, et puis n'oublions pas que le principe de l'Arrêt Team, c'est de jouer les méchants. Hein. Oui. Donc, c'est de faire mal aux armées. Donc, dans le principe de propagande... Je ne sais pas si vous faites très mal, mais bon, au moins les... Si, j'insiste. Si, c'est vrai. J'insiste. Parlez-nous sinon, on aurait arrêté. On est quand même à la saison 2. Il y a une saison 0, une saison 1. Donc, si on continue, c'est que ça nous fait mal. On est un peu masochiste quand même. Je vois. Est-ce que vous pouvez me parler des contreforts éthiques, de ce que... Là, le PSL, quand même, qui a des sections de philo, vous avez des grands responsables du Comité national d'éthique à Normal Sup, par exemple, je prends chose que je connais. Est-ce que vous avez fait appel à ces gens-là ou pas ? Alors, en fait, au lancement du projet a été mis en place également, on aime beaucoup les couleurs, une autre équipe qui s'appelle la White Team, qui est en fait un comité éthique et scientifique composé de grands noms des différentes universités de Paris Sciences et Lettres, qu'on peut mobiliser à n'importe quel moment si jamais soit des points de scénario, soit des demandes des armées, demandent un débat éthique pour savoir quoi faire.
Jusqu'à présent, il n'a jamais été mobilisé, tout simplement. Donc il existe, on les tient au courant des travaux, on discute avec eux, on présente les avancées. On sait que nous, côté PSL, et même pour les auteurs, on a ce garde-fou qui existe, qui peut intervenir à tout moment, mais jusqu'à présent, et encore une fois, comme le disait le commandant, on est en saison 2 et on n'a à aucun moment eu besoin de faire appel à eux. Est-ce que vous avez d'autres documents à nous montrer ou est-ce que je passe la parole au public ? Alors, si vous voulez, on peut vous montrer la publicité de la Safe Fair qui vous permet de voir un petit peu, en fait... oui, en plus, elle est très sympa, cette vidéo, elle fait toujours son petit effet, mais qui permet de vraiment voir. Oui. Oui. Voilà. Vous n'en pouvez plus de toutes ces infos, de toutes ces pubs, de tout ce vacarme numérique. Vous avez toujours rêvé de voyager dans le temps, de vivre à une époque moins frénétique. Avec la nouvelle appli Rétro Paris, arpentez le beau Paris paisible du tournant du millénaire. Au sein du confort de votre safe sphere préféré, revivez le passage à l'an 2000 et promenez-vous dans les rues de Montmartre vidées par le confinement de 2020. Rétro Paris, l'appli de voyage qui rajeunit. Carte interactive, 50 dates clés, 300 filtres et avatars disponibles. Je pense que dans le public, il doit y avoir des questions. Moi, j'en ai encore beaucoup, mais oui. Vous attendez le micro, s'il vous plaît. Qui s'occupe du micro ? Là. Monsieur, non. Bon, il y aurait 12 000 questions, évidemment, parce que c'est absolument passionnant ce que vous venez de nous dire. Il faut rendre hommage au commandant Collat, parce qu'en général, la grande muette là, qui est là et qui parle, c'est quand même pas mal. Mais on va voir ce qu'il peut dire davantage. Non, mais entre ce que disait à la fois Romain Lucaso et Jean-Baptiste Collat, vous parliez de ce que votre exercice à vous, il est de ne pas verser dans le plaisir de l'écrivain et de ce que serait la fiction. Mais j'ai envie de... Quand même, on sait que ceux qui se sont adonnés au plaisir de la fiction dans l'anticipation ont eu raison sur plein de trucs. De Philippe Cadic au scénariste de Mad Max, de 2001 de l'Odyssée de l'espace, où on voit que l'intelligence artificielle, aujourd'hui on y est au fond à peu près, même les images de Thomas Pesquet sont quasiment en deçà encore presque de ce que Kubrick avait prévu. On se souvient que Fred Vargas, en 2006, scénarise quasiment mot pour mot ce qu'on vit aujourd'hui avec la Covid. Donc je voudrais dire par là, est-ce que par hasard l'armée ne serait pas intéressée à ce que vous lui fassiez encore plus peur et encore plus mal en laissant libre cours à ce que vous vous interdisez, ce que je comprends hein, avec PSL comme cahier des charges, mais qui fait quand même que les fictionneux ont touché assez juste, y compris, enfin en ne se limitant pas, on va dire, à un cahier des charges qui est celui qui est le vôtre. Il y a celui-là, et puis je vais tenter un truc. Est-ce que, Jean-Baptiste Collat, il y a des choses qui sortent de la Red Team qui vous ont été utiles et dont vous vous êtes servi dans des cas qui seraient récents, où ce travail-là vous a permis d'anticiper des réponses de défense ou de protection civile grâce à cette réflexion entre auteurs de fiction, PSL et vous. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Déjà. Peut-être Romain sur la première question. Alors, sur la première question, alors moi j'ai une position un peu radicale là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, si vous regardez la science-fiction depuis la fin du 19e siècle, à peu près tout ce qui a pu arriver a été pensé. Jules Verne. Ouais, en partant de Jules Verne, H.G. Wells. Alors H.G. Wells, c'est manipulation génétique. Asimov avec l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais je pense que c'est vraiment important. Tout le contraire aussi. Et en fait, alors c'est ma position. Hein, je pense que le commandant Collat se nuancera. Mais moi, mon opinion sur la question, c'est que en tant qu'auteur de science-fiction, on ne fait pas de la prospective. Vous voyez, et je ne suis pas Madame Irma. Le travail de créativité, il amène à plein d'idées
dont certaines se réaliseront sans doute, et c'est très bien, d'autres se réaliseront pas du tout. On a imaginé des futurs qui se sont pas du tout réalisés, des choses qui se sont réalisées très différentes de la manière dont on les avait imaginées. Les gens qui ont réfléchi sérieusement à la question de l'atome et à la question de la théorie de l'atome bien avant l'invention de l'énergie atomique ont dit normalement la fission d'un atome, ça doit produire de l'énergie, et ça, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Voilà. Mais d'autres choses complètement absurdes, par contre, d'autres choses sont apparues complètement absurdes après. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant, finalement, d'imaginer des scénarios de rupture inattendus qui permettent à nos interlocuteurs de se préparer à de l'inattendu, voilà, qui sans doute ne se réalisera pas, c'est pas grave, que de se dire est-ce que là on a un pouvoir prédictif ou pas. Vous voyez, il y a des gens dont le métier est d'être des prospectivistes, il y a des gens dont le métier est d'être voyants et de regarder dans des boules de cristal. Enfin, il y a toutes sortes de gens dont le métier c'est de regarder l'avenir et de dire l'avenir, et en général ils se trompent, et parfois ils se trompent pas. Voyez. Mais par contre, la démarche qui consiste à imaginer des choses qui aujourd'hui nous apparaissent comme improbables, qui aujourd'hui nous apparaissent comme des signes noirs. Vous voyez, on se dit aujourd'hui dans le contexte actuel, l'occurrence de ceci n'est pas pertinente, c'est pas la peine de se préparer, voilà, parce que les chances que ça arrive sont faibles. Et à partir du moment où vous prenez en compte effectivement un certain nombre de choses qui peuvent nous paraître un peu faibles ou en termes de probabilité à l'avenir, et que vous commencez à vous dire si cette chose-là, dont la probabilité est faible, pouvait advenir, mais d'autres choses aussi, comment est-ce que je pourrais me préparer effectivement à l'inattendu, c'est finalement la notion d'inattendu et de surprise stratégique. Là, ça peut être utile. Voyez. Et après, je pense que le commandant Collas va nuancer en disant mais il y a quand même des trucs utiles qui sortent de temps à autre. Mais pour moi, fondamentalement, la valeur de la Red Team par rapport à de la prospective technologique, par exemple, c'est pas de taper juste. Voyez, c'est de taper dans l'inattendu. Merci Romain. Alors, un point aussi très important sur la structuration de la démarche. Quand un auteur il écrit un livre, certes, son éditeur lui donne une date pour rendre le manuscrit, mais la dérive n'est pas très grave. Faut bien se rendre compte que pour la Red Team Défense, le lancement officiel de la Red Team Défense, c'était il y a un an, voilà, en 2020. Et que depuis 2020, ils ont produit presque 10 scénarios différents, en fait, plusieurs équipes. Mais quand on a commencé, ils ont eu 3 mois pour produire les 2 premiers scénarios. Et là, les 2 scénarios qui ont été rendus publics en juillet, ils ont eu 6 mois. Et donc, si vous n'avez pas une démarche structurée, vous ne pouvez pas produire aussi rapidement. Et puis, ils n'ont pas le droit d'être en retard, sinon on n'est pas content du tout. Et en plus, il y avait cette notion de faire travailler 10 auteurs en même temps, ce qui est aussi en soi de la science-fiction et un vrai challenge. Donc on est obligé d'avoir une structuration, même si on espère leur laisser assez de liberté en termes d'imaginaire, de narratif et de nous emmener dans des mondes différents. Après, pour répondre donc à la question sur qu'est-ce que ça apporte concrètement, alors évidemment, un des choix qui a été fait sur le programme, c'est on garde beaucoup de choses pour nous parce qu'il ne s'agit pas de donner des idées à nos compétiteurs ou à nos ennemis. Mais là, je vais vous donner deux éléments qui sont, désolé, c'est pas des scoops, parce que c'est des choses qui ont été rendues publiques précédemment. La première, c'est on est en train de préparer le porte-avions de nouvelle génération, donc le remplaçant du porte-avions Charles de Gaulle. Et sur la première saison, nos auteurs en fait ont réfléchi avec la Blue Team sur différents scénarios d'attaque de navires, et notamment ce qu'on appelle la sécurité périmétrique des navires. Et il est vrai qu'au même moment, on était en train de travailler à la structuration des plans du nouveau porte-avions. Je crois que c'est fait exprès. Là, par exemple, est-ce que quelqu'un sait si le plafond va s'écrouler sur la tête ou pas, quoi? Et donc, la sécurité du porte-avions nouvelle génération, il y a quelques points qui ont été revus par quelques réflexions très intéressantes que nous ont apportées les auteurs de science-fiction. Et puis l'autre point, qui est très récent, la ministre des Armées, Florence Parly, il y a une semaine, le 26 novembre, a lancé une dizaine de nouveaux projets d'innovation, et parmi ceux-là, on a eu le projet Myriade. Et le projet Myriade, il vient à 100% des travaux de la Red Team, puisque c'est un projet qui va travailler sur la guerre cognitive, alors quelque chose qui est aujourd'hui en balbutiement, qui est travaillé un petit peu au sein de l'Alliance Atlantique, mais la France est un des premiers pays européens à dire « je lance un programme complet sur la guerre cognitive et sur la manière dont demain on peut manipuler le cerveau, on peut changer et manipuler la société ».
Et donc ça, c'est quelque chose de très très important, et c'est directement ancré dans les travaux qui ont été menés par la Red Team depuis plus d'1 an et demi. Voilà, je passe le micro, j'ai quand même une petite encore, parce que est-ce que vous n'avez pas tort, commandant, de refuser les scénarios qui mettent en scène des extraterrestres? Parce que regardez, le cinéma l'a beaucoup fait, et qui sait pourquoi là aussi, après tout, il n'y aurait pas une vérité qui vous aiderait sacrément le jour où on va se retrouver comme dans le Spielberg avec la Guerre des Mondes, le remake de la Guerre des Mondes. Hein. Je vous suggère d'écrire des lettres au ministère des Armées en exigeant des scénarios avec des extraterrestres. On leur envoie des copies de DVD de Mars Attacks. Il y avait une autre là devant, voilà. Oui, bonjour. Alors, moi, je voulais rebondir sur la question de la propagande. Donc, j'entends bien votre réponse, mais dans votre présentation, je perçois une forte influence anglo-saxonne. Donc, on parle de Red Team, de White Team, de Black Team, de Design Thinking. On a un logo donc, qui renvoie à cet univers de Captain America, du Marvel, du comic book très, très américain. Du coup, est-ce que vous ne craignez pas d'entretenir une sorte de soft power, pour reprendre un anglicisme, et ce qui me pose la question de quid de la science-fiction à la française. Est-ce que vous n'avez pas peur d'être déjà sous une influence à travers ce type de présentation? Merci beaucoup. Alors moi je vais répondre sur la partie image. Déjà sur la partie Red Team, il faut savoir que c'est en effet une tradition qui a été amenée par les Américains, très clairement. Ce principe de faire jouer les méchants, la Red Team, contre des gentils, la Blue Team. Et donc c'est un phénomène qui est consacré aujourd'hui. Et la différence qu'a amené l'armée française sur cette dénomination, c'est de dire les méchants, on va les faire jouer par des auteurs de science-fiction. Ce qu'avaient fait les Américains dans les années 50, 60 et aussi dans les années 80, c'est qu'ils avaient fait jouer des auteurs de science-fiction, mais sur une petite partie, c'est-à-dire avec l'armée de l'air, avec l'armée de terre, avec la cyberdéfense, mais ils n'avaient pas fait ça de manière globale. Et nous, ce qu'on demande à nos auteurs, c'est d'imaginer, et justement, je pense que c'est, et Romain pourra compléter, c'est le côté différenciant de l'approche science-fiction à la française, c'est qu'on ne leur demande pas d'imaginer la guerre de demain, on leur demande d'imaginer le monde de demain. Un monde dans lequel on peut faire rentrer des conflictualités. Et c'est bien toute la différence d'approche, et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, et c'est ça que nos auteurs, je pense, apportent de très différents par rapport à une science-fiction anglo-saxonne ou une approche purement anglo-saxonne. Voilà. Après, tout ce qui est image, on a besoin d'embarquer des gens qui n'ont pas forcément tous les codes de la SF, et si je commence à faire du cinéma d'auteur, ce qui est très bien pour les gens qui sont des fins connaisseurs, qui ont la capacité d'analyser et qui ont la capacité de consommer ce type de produit, eh bien, je ne vais pas embarquer les gens du ministère des Armées, malheureusement. Donc je suis obligé de faire un petit peu blockbuster, et là je reprends un terme anglais, mais parce que j'ai besoin d'engager des gens, d'attirer des gens qui n'ont pas l'habitude de consommer de la science-fiction. Robin, si tu veux compléter. C'est sûr que si on leur fait des vidéos qui ressemblent à La Jetée, moi je serais très très content, mais ça va pas marcher. Par ailleurs, juste peut-être pour compléter et rebondir, fun fact, pour reprendre encore un mot anglais, cette histoire de équipe rouge, équipe bleue, à la base, c'est en effet donc Red Team, Blue Team, c'est les méthodes d'entraînement où une partie de l'équipe va incarner l'adversaire, et donc on va s'entraîner effectivement en préparation des opérations, et à la base c'est des Autrichiens en fait qui font ça, et donc c'est effectivement des bataillons en rouge et des bataillons en bleu qui s'entraînent au 19e siècle en préparation des combats. Et donc le terme est consacré, et en fait il a été parfois mal compris. Si on se dit mais pourquoi Red Team, pourquoi il y a une équipe rouge, c'est quoi une équipe rouge, etc. C'est vraiment des termes qui sont complètement consacrés, et d'ailleurs qui sont pour le coup complètement lisibles, par exemple dans l'univers de la sécurité informatique. C'est-à-dire quand je vous dis on va faire une Red Team dans le monde de la sécurité informatique, tout le monde comprend. Tous les ingénieurs informatiques comprennent ce terme-là. C'est une Red Team, c'est quoi? C'est vous allez avoir une équipe qui va être chargée de mener une attaque informatique sur un dispositif de sécurité informatique pour vérifier que le système fonctionne. Voilà. Mais je crois que nous sommes un peu... Benjamin Campion est un critique de série éminent. Je crois que nous sommes un peu déformés par la lecture de l'image. C'est-à-dire que quand on voit ce que vous nous avez montré, nous, on est sur
ok, héritage, je peux vous citer, organisé, tu tiens quand même, ils ont essayé de dynamiter l'héritage hollywoodien en mettant du split screen, etc. Mais ça reste, bon. Et c'est vrai, moi j'entends tout à fait, et je le regrette, que vous ne puissiez pas présenter des images fonctionnant sur d'autres codes à des gens qui n'en voient pas beaucoup. Parce que votre idée n'est pas de les désarçonner là-dessus, votre idée est de rendre perceptibles et transparentes les propositions des auteurs. C'est bien ça. Et ce dont peut-être moi j'ai mal parlé, c'est peut-être que c'est autre chose, c'est pas dans cette équipe-là, mais l'idée que le monde de l'image et le monde des artistes peut permettre de voir le réel autrement. Non pas en traduction de scénario, mais par exemple, quand Jacques Tati, dans les années 70, se met à filmer la signalétique des autoroutes, ça a fait que les gens ont vu la signalétique des autoroutes, alors que c'était là et que personne ne le voyait. C'était plutôt ça, mais peut-être que c'est plus tard et que ce sera... Des artistes peuvent vous décrasser la... Alors, je vais ajouter un élément peut-être complémentaire sur la science-fiction française. On a en France une tradition de science-fiction, là pour le coup je parle de la science-fiction en tant que littérature, qui par opposition à la science-fiction anglo-saxonne est beaucoup plus tournée vers la question des enjeux politiques, des enjeux sociaux et des problématiques humaines. Et donc c'est la grande différence de la tradition française de science-fiction par rapport effectivement à ce qui est la SF mainstream des grands auteurs anglo-saxons. Et ça s'incarne par un certain nombre de grands auteurs de SF depuis les années 80. C'est le cas de Maurice Dantec, pour qui la techno, c'est pas le sujet en réalité. C'est le cas d'Alain Damasio, pour qui la techno, c'est pas le sujet. C'est le cas de Laurent Jeunefort, qui est un membre de la Red Team, qui est pourtant un auteur de space opéra, mais qui met toujours effectivement la question de l'humain et la question de la place de l'humain au centre de ses histoires. Modestement, je ne me compare pas à cet aréopage de grands hommes, mais voilà. Je pense que je procède pareil. Et les scénarios de la Red Team, et ça, c'est vachement intéressant. Enfin, j'espère que c'est vachement intéressant. Pour moi, c'est intéressant. J'espère que pour les militaires, c'est intéressant. La dimension de réflexion sociologique, voire anthropologique, que nous, on peut avoir dans les scénarios, que vous ne reverrez jamais à l'écran sur des clips d'une minute. Parce que derrière, pour vous donner un exemple, quand on a travaillé sur l'idée d'une menace portée par une nation pirate qui se développerait dans l'Atlantique, on a écrit des articles d'anthropologie sur comment fonctionne cette nation pirate. On s'est, alors j'allais dire amusé, mais en fait on s'amusait pas. C'était, vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est assez sérieux. On a écrit la constitution de cette nation pirate. Moi, j'ai écrit une chanson à boire des Pirates du Futur. Et tout ça, c'est pour dire... Tu l'as pas chanté. Je ne l'ai pas chanté, mais quelqu'un l'a chanté par contre. J'ai décliné la proposition de chanter la chanson à boire. Mais c'est pour vous dire... et c'est vraiment une spécificité de la science-fiction à la française qu'on retrouve dans la façon dont nous autres, qui sommes parmi les quelques auteurs, il n'y a pas beaucoup d'auteurs de science-fiction en France. En réalité, il y en a peu, actifs. On est, je pense, une dizaine. Enfin, si vous êtes filmé, je vais me faire taper dessus encore. Et donc il y en a 3-4 dans la Red Team. Donc c'est pas mal. Je pense que les travaux de la Red Team, c'est pas forcément comme ça que les militaires le prennent, mais les travaux de la Red Team captent en réalité, parce qu'on a cette espèce de souci de l'anthropologie, de la sociologie, de l'histoire, des impacts humains du réchauffement climatique du futur, des impacts humains de la guerre, du vécu de l'individu, beaucoup plus que les anglo-saxons. En fait, les travaux de la Red Team, ils reflètent ça. Et ça fait partie des fils que vous verrez pas forcément si vous regardez les clips qui sont produits là, qui durent quelques minutes, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut transcrire, mais la documentation complète des scénarios, il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais, un des points qui est au cœur de la réflexion des armées aujourd'hui, les armées françaises en tout cas, c'est ce qu'on appelle la force morale. C'est-à-dire que demain, vous pouvez avoir autant de technologies que vous voulez. Si les gens qui utilisent cette technologie n'ont pas la force de vaincre, ça ne fonctionne pas. Et donc, la force morale, quand on va parler avec nos auteurs de science-fiction, c'est la manière dont ils vont penser, la manière dont réfléchit l'ennemi, et en face, quelles actions, comment va être perçue cette
façon de penser par l'armée française. Et cette dimension-là, qui est en dehors et qui est au-dessus de toutes ces considérations technologiques, c'est vraiment une démarche, je trouve, très singulière et qui est singulièrement française, pour le coup, voilà, et qu'on défend. Après, moi, je suis hyper ouvert à toutes les capacités qu'ont les arts et les sciences à transporter et à amener des nouveautés. Mais pour le coup, c'est moi qui me fais taper sur les doigts après, parce qu'il ne faut pas aller non plus trop loin, parce qu'il faut amener le public progressivement sur ces sujets-là. Mais on est au tout début de l'histoire, et bon, je suis très heureux d'être challengé aujourd'hui sur ça, parce que c'est ce qu'on attend aussi de ce programme. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'effectivement, on ne connaît pas assez, enfin, je vais parler pour moi, je ne connais pas assez la science-fiction française, et que c'est vrai que j'étais sur la base technologico-machin de la science-fiction américaine, que je connaissais davantage. Et pour préparer, je me suis un peu intéressée à ça. Et je voudrais juste vous donner un exemple qui est tiré de votre dernier roman. C'est juste l'alternance de 2 tonalités dans un même paragraphe qui montre effectivement, pour moi, ce que c'est que la construction littéraire et puis un message de sens qui intervient, qui est plus politique, par exemple. C'est une petite fille qui rencontre un faune et elle impressionne quand même pas mal le faune au début. Et voici ce qui se passe du côté du faune. Sans la quitter des yeux, sans se détourner un instant d'une voix prudente, un peu méditative qui faisait contraste avec son aspect primitif, comme avec la superbe exaltation guerrière de son récit épique de tout à l'heure, il articula « Si je dispose de la connaissance de toute chose, alors je connais l'avenir. Si je connais l'avenir, alors ma puissance est infinie. Et je puis tordre le monde à ma guise. Le savoir, ça sert à ça. » Et effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose dans cette coexistence de 2 tonalités, une élégiaque et une plus informée, plus informationnelle. C'est quelque chose qui est plus français, effectivement, je trouve, que la science-fiction américaine, donc je peux comprendre ce que vous disiez. Mais est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le débat? Vous avez dit, on s'est compris, mais on ne l'a pas du coup développé pour le public. C'est-à-dire, je sais que la science-fiction française est un peu irritée du fait que certains travaux puissent servir l'armée. Je ne pense pas que la science... Non, mais je ne pense pas que la science-fiction française soit irritée. Je pense que quelques auteurs, au sein de l'ensemble des auteurs de la science-fiction française, sont effectivement irrités. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Il y a eu un peu, effectivement, de remous au lancement de la démarche. Je ne reviens pas là-dessus. Certains, effectivement, nous ont reproché de travailler pour l'armée en nous disant mais vous inventez des futurs négatifs dans le cadre de ces travaux ou des futurs dystopiques. Moi, j'ai tendance à penser que oui, si vous prenez les grandes productions de science-fiction du XXe siècle, en général, la science-fiction produit des futurs négatifs et des futurs qui font peur. Voilà, c'est souvent le cas, c'est pas systématiquement le cas, mais c'est souvent le cas, la plupart du temps. Mais nous, on n'est pas là pour inventer des futurs qui font peur, on est là pour inventer des menaces. Donc les futurs qu'on décrit sont pas forcément des futurs négatifs, c'est parce que c'est pas le sujet. Mais par contre, en effet, on est mandaté pour inventer des menaces crédibles pour l'institution militaire, et donc forcément... la description d'un futur utopique ne nous permettrait pas d'imaginer des menaces futures intéressantes. Voilà, dans un monde auquel on peut aspirer, qui est un monde de paix absolue, la question de l'utilisation de paix et de prospérité absolue, la question de l'utilisation effectivement des armées se pose moins. Mais du coup, notre travail, c'est consubstantiellement un travail de production de menaces. Encore une fois, les armées, elles interviennent au pire moment, au moment où tout ce qui fait fonctionner une société habituellement s'est écroulé ou a besoin d'une force qui va lui apporter une capacité supérieure pour se relever. Et donc, évidemment, quand le ministère des Armées demande à des auteurs de science-fiction d'inventer des mondes dans lesquels on va projeter des conflictualités, c'est pour mieux se préparer à cette éventualité. Il ne s'agit pas de dire on veut absolument que ces mondes existent, absolument pas. Mais il faut que les armées puissent comprendre
dans quel monde elles vont devoir intervenir demain pour défendre les Françaises et les Français et défendre les intérêts de la France. Et donc, malheureusement, oui, si on doit se préparer au pire, ben, on doit imaginer le pire. Voilà. Oui, il y a une question là. Madame est la déléguée générale de l'association de médiation pour les professionnels de l'audiovisuel. Oui, je suis scénariste aussi. Moi, c'est plus la diffusion. Vous disiez que vous mettiez ces films sur une chaîne et qu'ils étaient consultables par tous. Mais si vous imaginez des scénarios catastrophes, je veux dire que cette Red Team qui est challenge, donc qui doit vous challenger, l'armée, ça n'a pas un côté confidentiel, ou alors c'est volontaire d'envisager tous ces possibles et de se dire en fait ça va être regardé par un plus grand nombre qui vont penser qu'on va pouvoir se défendre comme ça, mais finalement on a un plan B. Tout est pour moi, vous exprimez pas. Alors, je n'ai pas été assez clair au début. En fait, une bonne partie de la manière dont on va expliquer les scénarios aux armées est confidentielle. Et ce qui est confidentiel, c'est les menaces qui vont nous toucher directement et qu'on identifie comme des menaces pouvant nous toucher directement et sur lesquelles on va travailler. On peut expliquer certains projets qu'on va lancer, on va vous expliquer le contenant, mais on ne va pas vous expliquer le contenu. Sur les vidéos qui sont présentées, ce sont des vidéos qui ont été décidées par la ministre des Armées d'être rendues publiques. Et on a enlevé de toutes ces vidéos ce qui pourrait donner des mauvaises idées ou qui pourrait viser un peu trop précisément nos futurs compétiteurs ou nos ennemis. Et vous l'avez très bien dit, le but aussi, en rendant public une partie de nos scénarios, et c'est un effet auquel on ne s'attendait pas au début du lancement de ce programme, c'est qu'on réintéresse une partie des citoyens et des citoyennes français aux problématiques de défense et à ce qui demain va également être très important en termes de recherche et développement, en termes de compréhension des nouveaux conflits, des nouveaux risques qui pourraient se présenter à la France. Et donc j'ai des start-up, j'ai des centres de recherche, j'ai des indépendants qui viennent nous voir en disant grâce à la Red Team, j'ai mieux compris vos problèmes et peut-être demain j'ai envie d'y travailler, à mon niveau, en tant que chercheur, en tant qu'indépendant, en tant qu'ingénieur. Et on a des dynamiques qui se lancent sur ces problématiques. On parlait d'hypervélocité tout à l'heure. L'hypervélocité, c'est très vaste et c'est des choses potentiellement que certaines entreprises, que certains centres de recherche n'avaient pas perçues comme problématiques. Et donc ça permet aussi de diffuser à l'ensemble de la société des problématiques, de les partager. Et c'est ça aussi le but des armées, c'est ce lien armée-nation qui doit être entretenu parce que l'armée sert avant tout une nation et défend des citoyens.